les signes fonctionnels, c'est-à-dire ceux dont le patient va se plaindre. Et il y a également les signes physiques qui font partie des symptômes, qui sont des signes que vous avez à l'examen clinique. Objet de secours. Et n'oubliez pas que un patient vient vous voir ou appelle ou a une demande pour quelque chose qui sera le motif de consultation. Le motif de consultation, c'est le plus souvent un signe fonctionnel, c'est-à-dire une plainte ressentie par le patient. Bon, je vous laisse encore 2 minutes pour vous installer. Et après, moi, si ça continue, je m'en vais. Hein. Je ne fais pas le cours avec des agitations toutes les 5 minutes. Alors, signes fonctionnels. Les signes fonctionnels en cardiologie. Alors, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes qui sont peu nombreux finalement. On a le problème des douleurs thoraciques. S'agit-il d'une origine cardiaque ? Et le problème des signes fonctionnels déclenchés par l'effort, qu'il s'agisse de la douleur, mais surtout de la dyspnée et de l'asthénie d'effort. Il y a 2 autres signes fonctionnels que l'on n'abordera pas aujourd'hui, que sont les palpitations, c'est-à-dire une impression désagréable pour le patient de ressentir son cœur battre. Alors il peut le ressentir battre fortement, battre irrégulièrement, battre rapidement, battre lentement. Tout ceci, c'est ce qu'on appelle les palpitations. Et il y a également un autre signe fonctionnel qui est la perte de connaissance syncopale. Tout ceci, douleur, essoufflement, palpitations, syncope, peuvent être des motifs de consultation cardiologique. Aujourd'hui, on va essentiellement traiter des douleurs thoraciques et de la dyspnée, qui est un signe d'insuffisance cardiaque. Alors, la douleur thoracique, elle a plusieurs origines possibles. Et nous, notre objectif, c'est d'essayer d'éliminer une cause cardiologique à ces douleurs thoraciques, car très souvent, le plus souvent, ce sont des urgences où tout se joue dans les premières heures, les premières minutes. Donc il ne doit pas y avoir de retard au diagnostic d'une douleur thoracique d'origine cardiaque. On va surtout parler des douleurs que provoque l'ischémie du muscle cardiaque, l'ischémie myocardique. C'est la cause la plus fréquente de douleurs thoraciques chez l'homme de plus de 50 ans. C'est quelque chose de grave, car cela peut mener à la mort subite, à l'infarctus du myocarde, et vous devez la reconnaître. Alors, sous ce vocable des douleurs liées à l'ischémie myocardique, c'est-à-dire la diminution de l'apport en oxygène au niveau du muscle cardiaque, ou une augmentation des besoins en oxygène du muscle cardiaque qui n'est pas couverte par les vaisseaux coronaires, la qualification de ces douleurs, c'est les douleurs angineuses.
On appelle ça l'angor. L'angine de poitrine. L'angor peut être stable ou instable. Dans sa forme la plus prolongée, c'est l'infarctus du myocarde. Tout ceci est lié, ça signe la même chose, c'est lié à une ischémie myocardique plus ou moins prolongée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir reconnaître rapidement, sans errance diagnostique, car il faut prendre des mesures thérapeutiques qui sont maintenant efficaces dans les premières heures, voire dans les premières minutes. Alors ça, c'est la grande cause de douleur thoracique que l'on va détailler assez largement dans sa symptomatologie fonctionnelle. Mais il y a d'autres causes cardiaques de douleur thoracique. Les douleurs de péricardite, c'est-à-dire l'inflammation de la tunique qui entoure le cœur et qui peut être douloureuse avec certaines caractéristiques que l'on va détailler par la suite. Et deux autres grands classiques de douleur thoracique qu'on rattache à la cardiologie, que sont l'embolie pulmonaire, donc la migration d'une thrombose cruorique, donc d'un caillot sanguin, formé dans une veine profonde, le plus souvent au niveau des membres inférieurs, et qui se détache, qui va remonter par la veine cave inférieure, l'oreillette droite, le ventricule droit, et va aller emboliser une artère pulmonaire et gêner l'oxygénation en perturbant le couplage ventilation-perfusion. Ça aussi, c'est une cause grave parce que cela peut entraîner le décès, et il y a certaines caractéristiques de ces douleurs de l'embolie pulmonaire. Et une autre cause que l'on rattache également à la cardiologie, qui est une cause cardiovasculaire, qui est la dissection de l'aorte, quelque chose de beaucoup plus rare, pour ne pas dire exceptionnel, qui survient sur un terrain particulier, très souvent sur des maladies génétiques qui fragilisent le tissu élastique, mais qui, elles aussi, mettent en jeu le pronostic vital et qu'il faut savoir reconnaître, car cette douleur de dissection aortique a une particularité que j'espère à la fin de ce cours vous retiendrez, qui permet de la distinguer des autres, ou en tous les cas de l'évoquer facilement. Alors, le cœur est dans la poitrine, c'est pour ça que ça fait mal dans la poitrine lorsque l'on a mal quand on souffre du cœur. Mais il y a aussi d'autres choses dans la poitrine et d'autres causes de douleurs thoraciques qui sont extracardiaques, qui ne sont pas liées à l'atteinte cardiovasculaire. Alors j'en ai cité quelques-unes. Il est évident qu'une douleur pariétale, quand vous prenez un coup, ça peut vous faire mal et ça peut faire mal longtemps. Il y a également ce que l'on appelle le pneumothorax, qui est une cause de douleur thoracique chez le sujet jeune, qui est lié à l'affaissement du poumon, la plèvre se remplissant d'air brutalement, le plus souvent par une rupture d'une bulle d'emphysème pulmonaire qui est pleine d'air, qui va se rompre dans le poumon et qui fait que le poumon s'affaisse, et c'est une cause classique de douleur thoracique naturellement latéralisée du sujet jeune et qui s'accompagne d'une gêne respiratoire puisqu'il y a un poumon qui n'est plus fonctionnel puisqu'il s'est affaissé. Il peut y avoir aussi des causes comme le cancer bronchopulmonaire, comme des causes médiastinales, une douleur ésophagienne par exemple. Si vous avalez de temps en temps un peu de travers, ou si vous avalez votre sandwich un peu vite, si ça vous est jamais arrivé, parce que ça peut vous arriver, vous avez parfois une impression de boule dans la poitrine douloureuse. Enfin, tout ça pour dire que notre objectif devant une douleur thoracique, c'est penser au cœur d'abord, parce que c'est grave, et qu'il faut agir vite, mais qu'il y a fort heureusement, il y a aussi d'autres causes de douleurs thoraciques. Toutes ne sont pas liées au cœur, mais votre réflexe, c'est d'être certain de ne pas passer à côté d'une urgence cardiovasculaire. Alors, tout syndrome douloureux thoracique d'installation récente, jusqu'à preuve du contraire, c'est une urgence cardiologique vitale. Alors, parce qu'il y a un risque
il y a un risque de constitution d'une nécrose myocardique, d'une constitution d'un choc cardiogénique, c'est-à-dire d'une insuffisance cardio-circulatoire aiguë qui va entraîner le décès, ou bien de troubles du rythme. Finalement, si on n'intervient pas rapidement, si on ne va pas réouvrir l'artère qui est en train de se boucher et qui va entraîner cet infarctus, eh bien, les carottes sont cuites de façon définitive et irréversible. Donc c'est pour ça que, lorsque vous avez un doute, quand un patient vous appelle « Docteur, j'ai mal dans la poitrine », vous y allez. Si le doute persiste, vous ne vous posez pas de questions. Vous hospitalisez le malade. Vous appelez le SAMU, et pour mémoire, il y avait 11 places de libre dans les services de cardiologie de Paris lorsque ce patient de l'Essonne est décédé dans un camion de SAMU. Donc méfiez-vous de ce que raconte la presse. Le SAMU, le 15, ça marche très bien. Et si vous avez le moindre doute, si vous devez retenir une chose de secours, une douleur thoracique suspecte, je fais le 15. Parce que le problème se règle en temps réel. Immédiatement, on ne diffère pas, on ne fait pas une prise de sang pour aller vérifier que tel marqueur enzymatique est en train de s'élever. On ne programme pas une épreuve d'effort pour voir si on arrive à déclencher une ischémie myocardique à l'effort. Lorsqu'il y a un problème de douleur thoracique aiguë, il faut régler ce problème diagnostique en temps réel. Alors pour cela, vous avez la sémiologie, les signes fonctionnels. Et vous allez commencer par essayer d'analyser cette douleur en fonction de ses caractéristiques, parce que très souvent, le patient va dire « j'ai mal, faites quelque chose, j'ai mal ». Bon, ça c'est assez vague, et vous devez, à partir de là, orienter les choses. Quel est le siège de la douleur ? Que le thorax, est-ce que c'est rétrosternal? Est-ce que c'est latéralisé? Est-ce que c'est plutôt dorsal? Quelles sont ces irradiations? Ces irradiations, c'est-à-dire la douleur principale, c'est à un endroit précis, mais elle peut irradier avec des irradiations qui parfois sont caractéristiques d'une étiologie particulière de cause cardiaque de douleur. Et surtout quelque chose qui est important, c'est son intensité. Quelqu'un qui vient vous voir les mains dans les poches en disant « Oui, je viens vous voir là parce que quand même, là, je trouve que j'ai une douleur, c'est là. » C'est pas la même chose que quelqu'un qui dit « Docteur, j'ai mal. » Alors, vous avez des quantifications, vous avez des échelles, des EVA, mais déjà, comme ça, à l'œil, quelqu'un qui vous appelle à 2 heures du matin, disant « J'ai très mal dans la poitrine », là, il n'y a pas d'hésitation à avoir, c'est une hospitalisation directe, surtout si c'est quelqu'un qui est à risque vasculaire. Alors, son type également, si les patients arrivent à le dire, est-ce qu'il s'agit plutôt d'un pincement, d'avoir une impression d'une aiguille qui vous traverse la poitrine, ou bien, pour la douleur angineuse, d'un serrement douloureux, parfois ils le disent, avoir l'impression d'être comprimé, d'être pris dans un étau qui serre la poitrine. C'est-à-dire, c'est pas le petit serrement d'angoisse que vous avez avant les examens, c'est un serrement douloureux, très douloureux. Donc l'intensité est également importante. Et puis, quelles sont les circonstances de déclenchement? Est-ce que c'est quelque chose qui est survenu spontanément, en pleine nuit? Ça, c'est assez évocateur de l'infarctus en voie de constitution, quelque chose qui réveille. Ou bien, est-ce que c'est déclenché notamment par l'effort? Alors, la durée de la douleur, pour la douleur angineuse, vous renseignera sur la gravité potentielle, parce qu'une douleur qui dure témoigne d'une ischémie, d'une souffrance ischémique du muscle cardiaque qui dure et qui va aboutir, si ça dure, puisqu'il n'y a pas de collatéralité, c'est une circulation terminale, va aboutir à la nécrose du muscle cardiaque, à l'infarctus du myocarde. Donc une douleur thoracique brève, c'est plutôt une douleur angineuse d'ischémie transitoire. Une douleur angineuse qui dure plus d'1 heure, c'est un infarctus en voie de constitution, ce qui va conduire à la nécrose irréversible et qui doit vous faire intervenir rapidement. Alors, à côté de ces signes fonctionnels, des caractéristiques de la douleur que vous allez essayer à chaque fois de préciser, siège, irradiation, intensité, type,
vous avez quelques signes qui sont importants, qui sont les signes d'accompagnement. C'est-à-dire que une douleur qui angoisse, ça peut être une douleur potentiellement grave, qui s'accompagne d'un contexte vagal avec des nausées, qui s'accompagne de sueur, de pâleur, témoignant d'une hyperadrénergie qui accompagne ce syndrome douloureux. Là aussi, ça caractérise, j'allais dire, le côté organique de la douleur. Et puis, il peut y avoir les conséquences déjà de cette ischémie myocardique quand c'est une ischémie myocardique qui s'installe, c'est-à-dire que quand il y a du muscle cardiaque qui souffre, ce muscle devient non fonctionnel, voire même il se nécrose, et donc les capacités contractiles du muscle cardiaque diminuent, et il y a une difficulté au fonctionnement de la pompe cardiaque qui va se traduire dans un premier temps par un essoufflement, une dyspnée, car les pressions qui règnent à l'intérieur des cavités cardiaques vont augmenter puisqu'il y a une difficulté au drainage du sang, le cœur devenant moins contractile. Et puis il peut y avoir aussi comme signe d'accompagnement des signes de gravité lorsqu'on a dépassé le stade de la petite insuffisance cardiaque, lorsque ça a des répercussions sur l'hématose, quand les gens deviennent cyanosés, voire même avec des marbrures, c'est-à-dire cette espèce de traces traînées, violacées au niveau des genoux et en périphérie des genoux, qui témoignent d'une hypocirculation périphérique, qui témoigne du fait que déjà le muscle cardiaque, partiellement nécrosé, est devenu à une hypocontractilité majeure avec des signes de défaillance hémodynamique. Alors, ce point est extrêmement important. Dans un premier temps, et naturellement rapidement, en interrogeant le patient, en le regardant, vous allez essayer de caractériser cette douleur, voir si elle vous oriente cliniquement vers une origine cardiaque. Et ensuite, vous allez chercher des arguments, je dirais, de probabilité, de facteurs de risque qui étayeront votre possibilité diagnostique. Mais quelqu'un qui vient vous voir pour une douleur dans la poitrine, vous n'allez pas commencer par lui dire « Bon d'accord, oui, vous avez mal, très bien, mais est-ce que vous avez du cholestérol? Est-ce que vous avez de la tension? Est-ce que vous avez des antécédents de mort subite dans la famille, des antécédents d'infarctus ?» Non. Vous commencez, on est bien d'accord, par écouter les signes fonctionnels du patient. Et ensuite, une fois que vous saurez un petit peu comment est cette douleur, ce qu'elle vous évoque, vous allez essayer de renforcer votre conviction en cherchant dans l'anamnèse des éléments qui favorisent la survenue de ces ischémies myocardiques. Et il ne faut pas avoir le réflexe, une jeune femme de 25 ans qui dit « Ah, ça y est, j'ai une douleur là, qui me fait très mal, qui irradie dans le cou, et j'ai mal dans les poignets. » Il ne faut pas lui dire « Mademoiselle, vous n'avez rien, vous êtes une jeune femme de 25 ans, il n'y a pas de facteur de risque, ça n'existe pas à votre âge, l'infarctus. » Non. Cette douleur est suspecte parce qu'elle est typique. Mais l'inverse est vrai, c'est-à-dire que si vous avez chez un homme de 55 ans, qui est diabétique, donc qui a un facteur de risque vasculaire, qui est hypertendu, qui fume comme un sapeur, qui a son frère qui a fait un infarctus à l'âge de 45 ans, eh bien lui, même s'il a une douleur atypique, vous allez a priori quand même, étant donné la probabilité statistique qu'il développe une angine de poitrine ou qu'il développe un infarctus, vous allez également le considérer comme potentiellement coronarien. Mais celle ou celui qui est jeune, qui n'a pas de facteur de risque et qui vous décrit un tableau typique, il ne faut pas lui dire sous prétexte qu'il est jeune et qu'il n'a rien. C'est arrivé récemment. Jeune femme de 25 ans qui appelle le SAMU, douleur dans la poitrine, non. Prenez un Lysanxia ou un Tranxène, c'est rien. Et finalement, elle rappelle, elle dit oui, mais ça continue, et puis je fume énormément, et puis finalement, mon frère a fait un infarctus à 30 ans. C'était un infarctus du myocarde,
antérieure en voie de constitution. Mais il a fallu 2 appels pour qu'on arrive à ce diagnostic. Donc n'ayez pas d'a priori, ne commencez pas par les facteurs de risque vasculaire. C'est quelque chose qui vous aidera à étayer votre diagnostic, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel vous devez vous baser pour récuser un diagnostic. Alors, quelques rappels, puisque dans la douleur thoracique, on parle essentiellement de l'angor, de l'infarctus, de l'angine de poitrine, donc de l'ischémie myocardique, l'une des premières causes de décès dans nos pays. Je vous rappelle que l'athérome, c'est-à-dire ce qui va finir par obstruer les artères, est quelque chose qui commence très tôt, dès l'âge de 20-25 ans, que progressivement s'inscrit une prolifération du muscle lisse et du glycogène, et puis ensuite survient la période des plaques lipidiques, où il y a des accumulations de lipides, et qui sont des plaques instables. Instable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des plaques qui sont susceptibles de se rompre. Et c'est pour ça que très souvent, on entre dans la maladie coronaire de façon brutale. On était bien, tout allait bien, on faisait son petit tennis, son petit machin, on fumait son clopio, on prenait son saucisson, ça allait bien, et puis un jour, en pleine nuit, 3 heures du mat, clac. Pourquoi? Parce que la plaque lipidique qui s'est formée avec le temps, qui est fragile, s'est rompue. Alors vous avez ici un exemple de plaque qui est ici, ça c'est une section d'artère coronaire, avec ici une accumulation de cellules musculaires lisses et une trame collagène assez importante, assez stable, assez solide, assez épaisse. Et d'ailleurs, mais vous voyez que quand même la lumière vasculaire est amputée de plus de la moitié. Ça, cette plaque stable est quelque chose que l'on rencontre encore, mais c'est quelque chose de peu fréquent. Et ça donne surtout des douleurs d'effort, un angor à l'effort, c'est-à-dire les caractéristiques de la douleur, qu'on n'a pas encore vu précisément, mais qu'on va bientôt voir, mais qui survient à l'effort et qui s'arrête à l'arrêt de l'effort. En fait, il y a une diminution des capacités d'augmentation du débit coronaire à l'effort du fait de ce rétrécissement. Dans des conditions basales, au repos, il n'y a pas de problème. Cette quantité qui passe à l'intérieur de ça, ça donne un débit coronaire suffisant pour couvrir les besoins du myocarde au repos. Dès que l'effort apparaît, les artérioles qui sont en amont de cette sténose se dilatent physiologiquement. Libération de lactate, tout ça, ça dilate les petites artères. Mais en amont, ça ne suit pas. Le débit qui devrait augmenter ne peut pas parce que le calibre est diminué et limité. Et de ce fait, à l'effort survient une souffrance ischémique du myocarde par augmentation des besoins qui n'est pas couverte par une augmentation des apports en sang. C'est l'angor d'effort qui est devenu extrêmement rare cliniquement, mais qui, lui, est extrêmement typique et spécifique. Je m'explique. Quelqu'un qui vous dit « j'allais très bien », et puis, je sais pas, là, je fais 500 mètres, je ressens un truc qui me bloque là, je m'arrête, ça disparaît. C'est tous les jours pareil. Au bout de ces 500 mètres, je suis obligé de m'arrêter. Et puis, dès que je m'arrête, ça disparaît. Et bon. Ça, c'est l'angor d'effort typique. Typique, et ce qu'il y a de plus typique, c'est le lien avec l'effort. Ce qui veut dire que quelqu'un qui vous dit, bah écoutez, voilà, à l'effort, au bout de 500 mètres, j'ai un truc qui me prend là sous le sein droit, ça, et puis je m'arrête, ça disparaît. On n'est pas devant un angor typique qui est là, qui prend bien, qui serre la poitrine, qui irradie dans les mâchoires. Et ça. Non, il y a un truc là, mais c'est lié à l'effort. Eh bien, une douleur dans la poitrine liée à l'effort, c'est-à-dire qui apparaît après un certain temps d'effort et qui disparaît à l'arrêt de l'effort, ça c'est presque à coup sûr une origine coronaire par le mécanisme de l'angor stable,
mais qui, curieusement, est quelque chose en voie de diminution ou de disparition, si bien que les laboratoires pharmaceutiques qui veulent tester des médicaments anti-angineux dans l'angor stable ont beaucoup de difficultés à recruter ce type de patients, car le plus souvent, on entre dans la maladie coronaire par la rupture de plaque, c'est-à-dire l'angor instable, la catastrophe à l'intérieur de cette lumière, voire l'infarctus du myocarde. Alors, là c'est différent. La plaque était une plaque fragile, pas une plaque avec une strie lipidique fragile qui ne demandait qu'à se rompre à l'occasion d'une augmentation de stress pariétal et autres. Et cette rupture de plaque est le point d'appel à la formation de thrombus plaquettaires, qui sont à la fois des facteurs mitogènes qui vont favoriser la progression du rétrécissement de la stélose, mais qui peuvent être occlusifs. Et ils peuvent être occlusifs, c'est-à-dire que cette fois, ce n'est plus une diminution des apports, c'est un arrêt des apports. Avec la forme extrême, l'occlusion complète de l'artère, ou parfois une occlusion intermittente, c'est-à-dire qu'il y a un caillot qui obstrue, un peu de fibrinolyse, ça se rouvre, un phénomène dit on-off. De temps en temps, ça passe pas. Ça, c'est l'angor instable. La douleur qui dure, ça va être l'infarctus qui va se constituer en amont d'un caillot qui s'est formé brutalement à l'occasion d'une rupture de plaque d'athérome, autour de laquelle des plaquettes sont venues et entraîné la formation d'un caillot cruorique qui est devenu occlusif. Et là, il faut faire très vite, parce que là, si on débouche l'artère, on sauve le cœur. Si on ne débouche pas l'artère, le cœur meurt. Soit des phénomènes d'angor instable, on-off, et cela, il ne faut pas les méconnaître, parce que tant qu'ils sont on-off, ça va, mais à un moment, ils peuvent devenir on complètement et aboutir à l'infarctus du myocarde. Et là aussi, c'est une urgence, comme l'infarctus, car il faut traiter ces angors instables et donc ne pas les méconnaître. Alors, quelle est l'analyse sémiologique de ces douleurs d'angor, de souffrance ischémique du myocarde? Typiquement, le siège, il est rétrosternal. Ici, c'est pas une douleur latéralisée à gauche, c'est pas une douleur dans le dos, c'est là, c'est devant, c'est dans la poitrine que ça fait mal. Dans sa forme typique, on est bien d'accord. Puisque je viens de vous dire que si vous aviez une douleur à gauche qui apparaît à l'effort et qui est liée à l'effort et qui disparaît à l'arrêt de l'effort, il faut quand même évoquer l'origine angineuse parce que le lien à l'effort est très spécifique, même si c'est devenu quelque chose de rare. Mais dans la forme typique, la douleur d'angor, c'est une douleur rétrosternale, avec des irradiations qui sont vers les épaules et les bras, et pas uniquement le bras gauche. Ça peut être les deux bras, et parfois, c'est le bras droit. J'ai encore vu récemment une patiente qui était coronarienne connue, et qui a développé des douleurs du bras droit, du serrement du bras droit. Le médecin lui a dit, c'est le bras droit, c'est pas le cœur. Non. Le cœur est à gauche, mais les douleurs d'angine de poitrine ne sont pas forcément à gauche. Elles sont plus souvent au milieu, parfois au bras gauche, parfois au deux bras, mais parfois au niveau du bras droit. Il y a des irradiations qui sont également caractéristiques, c'est la face interne des coudes et les poignets avec impression d'avoir des menottes qui serrent les poignets. Ça, ce sont les irradiations aux membres supérieurs. Mais il y a aussi les irradiations au cou, avoir l'impression d'être étranglé, et aussi à la mâchoire, la mandibule, la mâchoire inférieure. Et il n'est pas exceptionnel que des patients ont des violentes douleurs de toute la mandibule, et se retrouvent sur un fauteuil de dentiste à la recherche d'une cause de douleur mandibulaire. Heureusement, nos collègues sont un petit peu au courant. Une dent de sagesse incluse, ça peut faire mal, mais ça fait mal d'un côté. Quand c'est comme ça, bilatéral, la mâchoire inférieure, c'est très évocateur d'angor, surtout, et c'est ça le problème, c'est que les douleurs sont parfois limitées à leurs irradiations. Alors, l'intensité, un angor, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait très mal. Alors, il y a quelques cas particuliers.
notamment, mais ce n'est pas l'objectif de ce cours, chez le diabétique. Le diabétique qui a des neuropathies peut avoir, non pas un angor indolore, mais une ischémie silencieuse. C'est-à-dire qu'il peut avoir une ischémie myocardique qui va avoir les mêmes conséquences que chez un patient non diabétique, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde, mais qu'il ne ressentira pas, l'ischémie silencieuse. Bon, et c'est tout ça pour vous dire qu'on peut parfois avoir, la médecine c'est pas facile, hein, on peut parfois avoir de l'ischémie myocardique sans douleur. Mais le plus souvent, dans la forme typique, c'est très douloureux. C'est pas quelqu'un qui vous téléphone, « Ah, machin, là, un petit truc, là, c'est ce que je fais, docteur ?» Non, c'est « j'ai mal ». Alors son type, c'est sûrement pas un pincement, c'est sûrement pas le coup de poignard que j'imagine un certain nombre d'entre vous ont déjà ressenti, c'est le serrement létaux ou, variété particulière, la brûlure, une sorte de brûlure qui prend toute la poitrine. Alors, le plus souvent, c'est une rupture de plaque, donc ça survient au repos, la rupture de plaque. Hein, ça peut survenir parfois à l'effort, mais ça survient au repos. Et l'angor d'effort est quelque chose qui est devenu relativement rare, mais qui est extrêmement typique et très facile à reconnaître si on prend le temps d'interroger les patients. Donc dans la durée, vous avez vu, c'est la douleur, c'est la même, simplement quand elle dure, c'est l'infarctus. Quand elle dure pas, c'est la crise d'angine de poitrine. Quand elle dure, qu'elle revient, qu'elle dure, qu'elle revient, ça c'est ce qu'on appellera l'angor instable. Là aussi une rupture de plaque, mais qu'il faut hospitaliser parce que cet angor instable doit pouvoir mener assez rapidement à l'infarctus du myocarde. Alors les signes d'accompagnement, eh bien on les a tous, ceux dont on a cité tout à l'heure. C'est souvent des douleurs angoissantes. Les patients sont souvent couverts de sueur, pâles. Ils ont mal, quoi. Quand on a mal, on n'est pas bien. Et puis il y a parfois un contexte vagal, notamment lorsque la souffrance intéresse la paroi inférieure du cœur, dans les infarctus inférieurs, ce qui est sur le diaphragme. Ça s'accompagne très très volontiers de signes vagaux. Et la dyspnée lorsqu'il y a de l'insuffisance cardiaque, et puis les signes de gravité, on en a parlé, lorsque déjà des dégâts sont constitués, que le cœur ne fonctionne plus bien, qu'il y a une diminution de sa fraction d'éjection, une hypoperfusion, une augmentation des pressions en amont, avec la dyspnée et la forme extrême qui est l'œdème pulmonaire, voire l'hypoperfusion périphérique avec les marbrures. Alors, même si ce n'est pas l'objet du cours, quelques mots du diagnostic. Le diagnostic, si vous avez la chance d'avoir un électrocardiogramme percritique pendant la douleur, le plus souvent ça vous signe le diagnostic. Alors la troponine, je veux tout de suite vous en dire un mot. La troponine, ça fait partie, c'est une petite protéine qui appartient au sarcomère, c'est-à-dire l'unité contractile que vous trouvez dans tous les muscles striés. Et lorsqu'il y a une souffrance ischémique du myocarde, on relargue de la troponine. On relargue tout un tas de choses, on relargue des enzymes, mais de la troponine qui est considérée être spécifique d'une souffrance ischémique du myocarde. Mais la troponine, vous n'allez pas l'avoir tout de suite. Donc c'est pas quelque chose sur lequel vous allez baser votre diagnostic. C'est quelque chose qui vous confortera dans votre diagnostic si le diagnostic n'est pas urgent, ou qui au contraire vous confortera dans le fait que ce n'est pas angineux si vous n'y croyez pas. Mais ce n'est pas l'examen que vous allez attendre devant un patient qui a mal, qui souffre. Je vous fais une troponine, si elle est élevée, je vous fais faire une choro. Non, si le patient a mal, s'il a un électro perturbé, ou s'il a un électro subnormal, mais qu'il a tous les facteurs de risque et qu'il a mal dans la poitrine et que ça ressemble furieusement à de l'angor, eh ben vous n'allez pas attendre la troponine, vous allez téléphoner au coronarographiste de garde, vous allez dire bon, il y a un mec, il a mal, il est diabétique, les facteurs de risque, machin, l'électro est subnormal, je comprends pas, hop, coro. La troponine, c'est quand vous avez déjà un patient qui a eu mal, mais qui n'est plus inquiétant. Donc vous pensez que c'est ça, vous allez la faire, mais c'est pas pour conforter votre diagnostic immédiat, c'est simplement pour l'asseoir dans la suite.
les explorations qui amèneront au diagnostic, la coronarographie. Il y a d'autres examens que l'on peut... Mais on ne va pas en parler. Alors, au cours d'un infarctus du myocarde, je vous montre ça parce que l'électrocardiogramme est toujours quelque chose qui est très mythique, hein, mais c'est pas quelque chose de... Enfin si, c'est quelque chose d'important. Alors, au cours d'un infarctus du myocarde, l'électrocardiogramme, vous avez eu déjà des cours dessus ou pas? Non, bon, c'est pas très grave. L'électrocardiogramme, en gros, ça analyse l'activité électrique du cœur, des oreillettes, des ventricules, et après, la repolarisation des ventricules. Donc, on dépolarise les oreillettes. Les oreillettes, c'est pas bien gros, ça donne un petit zigouigoui comme ça. On dépolarise les ventricules, ça donne ça. Et après, il faut repolariser les ventricules, c'est-à-dire refaire rentrer à l'intérieur les ions dans les cellules myocardiques. Et quand on somme ça sur un électrocardiogramme de surface, ça donne ce truc-là, qui est ce qu'on appelle l'onde T. P, QRS, T. C'est pas emmerdé, ils ont pris l'alphabet, c'est bon. Donc l'oreillette, le ventricule, bon. Eh bien, à la phase toute aiguë d'un infarctus du myocarde, c'est très rare qu'on ait cet aspect-là, mais on a une onde T qui est géante. Ça, c'est dans les premières minutes de l'infarctus du myocarde. Cette onde T, qui habituellement elle est un peu plus petite, elle serait là, elle est asymétrique, ben là elle est géante. Géante, et c'est vraiment dans les premières minutes que l'on a ça. Et puis après, il y a, toujours, vous avez vu l'onde P, le QRS, il a changé de gueule, là, parce qu'il a été abrasé, il a perdu sa positivité initiale, il a ce que l'on appelle une onde Q. L'onde Q, c'est la première négativité initiale. Vous allez entendre parler au cours de votre cursus médical de l'onde Q de l'infarctus du myocarde. Eh bien voilà, l'onde Q s'est faite. Abrasion, c'est un trou noir électrique que l'on dit parce que cette zone ne peut plus se dépolariser et ça entraîne un trou noir électrique. Le stylet descend vers le bas. Et il y a également ce que vous n'aviez pas ici. Ici, vous savez, ça c'est l'onde S. Enfin, tout ça, c'est QRS, et ça, c'est le segment ST. Eh bien, ici, ce segment ST est sus-décalé. Il y a un sus-décalage du segment ST. Vous voyez ici, là, le segment ST devrait être là, avec l'onde T qui fait ça. Ben là, le ST, tac, il monte tout de suite. Il y a un sus-décalage de ce segment ST. Ça, c'est un signe très important. Car lorsqu'il y a un sus-décalage du segment ST chez un patient qui a mal dans la poitrine, ça veut dire qu'il a une occlusion coronaire complète, une souffrance ischémique transmurale. Ça veut dire que l'artère coronaire, qui est une artère épicardique, eh bien, est complètement obstruée. Et quand il y a ce sus-décalage, on appelle ça d'ailleurs un syndrome coronaire ST+, maintenant, quand vous avez ce sus-décalage, ça veut dire qu'il faut y aller vite fait parce que l'artère est bouchée et il faut la déboucher rapide. Le sus-décalage du segment ST, ST+, fait la gravité du syndrome coronaire aigu. Et puis, une fois que l'infarctus est constitué, bah, vous retrouvez le trou noir électrique, l'onde Q de nécrose. Cette fois-ci, il n'y a plus de sus-décalage du segment ST. Vous voyez, le segment ST, là, il est isoélectrique. Et vous avez derrière une onde T, mais qui est une onde T, cette fois-ci, à la place d'être positive, qui est négative. Elle est inversée par rapport à la physiologie étant à peu près ça, sauf que l'onde T est un peu plus basse que ça. Voilà l'évolution d'un électrocardiogramme au cours d'un infarctus du myocarde, mais à ce stade-là, les carottes sont cuites, même brûlées. Je vous montre juste un tout petit tracé pour vous montrer ici un ST, vous voyez, sus-décalé dans cette dérivation. Le ST est également sus-décalé dans cette dérivation, et vous voyez ici le ST qui est sus-décalé avec une négativité initiale. Là, je vous montre un tracé complet d'un infarctus du myocarde en voie de constitution, avec, vous voyez ici, l'aspect très très caricatural, le sus-décalage du ST ici. Non.
Alors, pour conforter ce diagnostic, c'est le même patient. Il a son sus-décalage du segment ST. Il a ce sus-décalage du segment ST. Il est jeune, il ne faut pas hésiter. Il faut tout de suite faire la coronarographie, c'est-à-dire l'examen invasif. On monte la sonde dans la aorte et on va regarder les coronaires. Alors je vous montre comme ça pour le fun, hein, que vous en ayez vu. Vous avez ici le tronc commun de la coronaire gauche. Et là, vous devinez une espèce de chapelet de saucisse. Il y a des rétrécissements là, 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 là. Et toute cette zone-là est en train de souffrir. On peut lui mettre des anti-agrégants plaquettaires et on lui met des endoprothèses sur toute la zone et vous voyez que là le calibre de l'artère qui était des chapelets de saucisses initiaux est redevenu strictement normal, la souffrance ischémique a disparu, le patient a été guéri de son infarctus du myocarde parce que vous avez vu qu'il avait une douleur angineuse, parce que vous lui avez fait un électrocardiogramme qui a vu le cis-décalage du segment ST et vous en avez conclu qu'il y avait une occlusion transmurale. Vous n'avez pas attendu la troponine, vous avez tout de suite appelé le coronarographiste, il est parti en salle de coro, il a trouvé ça, il a mis le stent et au bout de 2 heures, le tout était joué, il n'y a pas eu d'infarctus constitué. La même chose avec un retard diagnostique de 2 heures, la moitié du cœur meurt, espérance de vie diminuée des 3/4. Bon, je vais vous le montrer maintenant, parce qu'on va parler aussi des péricardites, puisqu'on est sur l'électrocardiogramme. Les péricardites ont également des anomalies électrocardiographiques assez évocatrices. Il n'y en a qu'une que vous n'avez à retenir. Déjà dans votre tête, et après vous en verrez quand vous connaîtrez un peu mieux l'électrocardiogramme. Ici, vous avez un électrocardiogramme avec P, QRS, l'ente qui est là, le segment ST. Alors là où c'est un peu piégeant, mais c'est qu'il peut y avoir aussi un sus-décalage du segment ST. Alors ça peut être un problème réel qui se pose devant un sus-décalage du segment ST. S'agit-il d'une péricardite ou d'un infarctus? Et vous n'avez pas beaucoup de temps pour réagir. Hein, vous ne pouvez pas vous tourner la tête, faire des électros successifs. Bon, après, ça dépend du contexte. Si c'est toujours pareil, si c'est quelqu'un qui est polyvasculaire, qui a déjà fait un infarctus et qu'il a un sus-décalage et qui vous dit j'ai peut-être une péricardite, on va d'abord voir si c'est pas un infarctus. On fait la choro et après on réfléchit. Bon, mais si c'est une jeune femme de 18 ans qui vient de faire la grippe, qui était pas bien, qui avait des myalgies et tout ça, et puis qui ressent un petit point à gauche, et quand elle respire à fond, ça fait mal, et puis il y a ça. Bon, là, on peut admettre la péricardite, et ce d'autant qu'il y a un signe spécifique, pratiquement spécifique, et c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que le segment qui lie l'onde P au QRS est sous-décalé. Là, on a mis en pointillé la ligne de base. Il est sous-décalé. Et c'est ce que l'on appelle le sous-décalage du segment PQ, donc entre la dépolarisation de l'oreillette et la dépolarisation du ventricule. Et ceci est très évocateur de péricardite. Voilà, ne retenez que ça. Le reste, vous le verrez au fil de l'eau, avec le temps, avec les différents enseignements. L'échographie cardiaque peut être utile parce qu'elle vous met en évidence dans les péricardites l'existence de liquide entre le péricarde pariétal et le péricarde viscéral. Théoriquement, c'est un espace virtuel. Or là, vous avez ici la cavité, le muscle cardiaque, la cavité ventriculaire gauche, les piliers de la valve mitrale. C'est une coupe transversale, coupe petit axe, hein, on coupe le cœur dans ce sens-là. Vous voyez, le cœur, habituellement, il est orienté comme ça, on le coupe comme ça, donc on a une coupe ronde du muscle du ventricule gauche. Et là, vous avez ici du jus
entre le péricarde viscéral qui est là et le péricarde pariétal qui est là. C'est un moyen également de conforter votre diagnostic de péricardite. C'est juste pour vous montrer des petites choses amusantes en même temps que ce cours, quoi. Voilà. Là, c'est un gros épanchement, gros épanchement. Là, ici, vous voyez, énorme, qui comprime essentiellement le ventricule droit qu'on voit pratiquement plus, et avec une grosse carafe. Alors, c'est ce qu'on appelle une tamponnade cardiaque, c'est-à-dire que à l'intérieur du péricarde, il s'est accumulé beaucoup de jus rapidement, et que ça fait une hyperpression. Et à votre avis, pourquoi le ventricule droit, qui devrait être ici, on le devine à peine, alors qu'on devine encore bien le ventricule gauche, qui donc n'est pas comprimé, parce qu'il y a beaucoup de jus autour de ce cœur. Pourquoi le ventricule droit est comprimé et pas le ventricule gauche? Pourquoi c'est le ventricule droit qui souffle en premier? Pourquoi? Voilà. Simplement parce que la pression est à 120 à gauche alors qu'elle est à 20 à droite. Donc c'est plus facile de comprimer un ventricule qui est... et c'est pour ça que vous avez essentiellement des signes droits dans les tamponnades cardiaques et très peu de signes gauche. C'est un aparté. Alors, je vais quand même, avant de vous parler de l'insuffisance cardiaque, vous parler des caractéristiques, des douleurs, de la péricardite, de la dissection aortique et de l'embolie pulmonaire. Alors, pour la péricardite, ça peut être une douleur qui est rétrosternale, un peu comme la douleur angineuse. Elle peut être à type de brûlure, mais elle a comme particularité d'être exacerbée par les changements de position et soulagée très souvent par la position penchée en avant. Et surtout, elle s'accompagne d'une gêne respiratoire, d'un blocage respiratoire. Pourquoi? Parce que quand on respire, ça fait mal. Donc les gens essayent de bloquer leur respiration. Et quand ils inspirent, la douleur augmente. C'est pour ça qu'on dit que c'est une douleur thoracique augmentée à l'inspiration. Le contexte là est important. Ça survient dans un contexte souvent viral, car les péricardites, pour beaucoup d'entre elles, sont d'origine virale. Enfin, il y a d'autres causes. Et elles surviennent donc chez quelqu'un qui est un peu grippé et qui, de temps en temps, tout saute un peu, comme ça, et qui, quand il respire à fond, a un peu mal. Ça, et là, quand vous avez, chez quelqu'un de 25 ans, le sus-décalage du segment ST que je vous ai montré, plus le sous-décalage de PQ, clairement, c'est une péricardite et il ne faut pas aller chercher plus loin, surtout s'il y a un contexte viral. Donc, positionnel, le contexte est important, cette fois, augmenté à l'inspiration. Et elle s'accompagne de signes physiques. Le signe physique essentiel, quand vous l'avez, qui est un signe pathognomonique, c'est-à-dire que ça ne peut pas être autre chose, c'est le frottement péricardique. C'est-à-dire qu'à l'auscultation, vous entendez, vous avez l'impression d'avoir une sorte de frottement de cuir neuf, comme ça, là, qui témoigne du frottement, de l'irritation des deux feuillets du pariétal contre le... Donc, la péricardite, ça fait mal dans un contexte viral, ça augmente à l'inspiration. Les signes électriques, c'est plutôt le sous-décalage de PQ et parfois un petit sus-décalage du segment ST, mais qui peut prêter à confusion avec l'infarctus. Et quand le doute persiste entre les deux, il faut avoir recours à la coronarographie facilement. Autre type de douleur thoracique, la dissection. La dissection aortique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dissection aortique? C'est à l'intérieur de la paroi de l'aorte, il y a un dédoublement qui se fait, un petit trou au niveau de l'adventice, et par ce trou entre du sang et crée un hématome entre la média et l'adventice. C'est ce qu'on va appeler un hématome disséquant de l'aorte. C'est à l'intérieur de la paroi aortique.
Et il y a très souvent une porte d'entrée, c'est-à-dire, imaginez, vous voyez, l'aorte, au niveau de l'aorte thoracique ascendante, un petit trou qui se fait sur une paroi aortique fragilisée, le sang qui rentre à l'intérieur, qui dissèque la paroi aortique, et c'est ça qui est douloureux, la dissection elle-même, et qui va finalement finir par ressortir à un endroit de la paroi aortique. Alors, le risque de ces dissections aortiques, et c'est pour ça que c'est une urgence, c'est que les dissections qui intéressent l'aorte initiale, celle qui naît du ventricule gauche, peuvent disséquer de façon rétrograde et aller se rompre dans le péricarde. Et vous donnez le tableau que nous avons vu tout à l'heure de tamponnade. Cette fois-ci, ce n'est pas une tamponnade par péricardite, c'est-à-dire inflammation. C'est simplement parce que la dissection de l'aorte s'est rompue dans le péricarde et il y a eu un afflot de sang massif qui comprime en aigu le ventricule droit et qui va entraîner une mort subite par compression ventriculaire droite, par tamponnade aiguë. C'est le risque de la dissection aortique et c'est pour ça que ces dissections aortiques qui intéressent l'aorte initiale sont des urgences chirurgicales, car la seule façon, c'est d'aller de remplacer l'aorte en urgence avant qu'elle ne soit rompue dans le péricarde, parce que très souvent, quand elle est rompue dans le péricarde, c'est déjà fini. C'est pour ça qu'il faut y penser, même si c'est rare, même si c'est... Alors, la douleur de dissection a une particularité, elle est atroce, absolument atroce, c'est parmi les douleurs thoraciques de ce qui fait le plus mal. Et souvenez-vous que quelqu'un qui vient consulter, même si vous ne trouvez pas vraiment qu'il y a une douleur atroce, il se passe quelque chose et vous devez essayer de trouver quoi. Même si c'est pas évident, même si l'écho est normal, même si l'électro est normal, il faut essayer de trouver quoi. Hein, rappelez-vous ça aussi, quelqu'un qui vient, qui est bien dans sa tête et qui vous dit j'ai extrêmement mal, à qui vous devez faire des morphiniques, et même si vous ne trouvez pas la cause évidente, il est en train de se passer quelque chose. Donc il faut faire scanner, IRM, si vous ne comprenez pas, ETO, enfin tout ça, il faut essayer de comprendre pourquoi il a ça. La douleur de dissection, sur le plan clinique, qu'est-ce qui est extrêmement évocateur, c'est son caractère migratoire. C'est une douleur, au fur et à mesure que la dissection progresse dans l'aorte, c'était localisé là, et puis ça monte, et puis ça peut aller derrière le dos. Ça suit le trajet de l'aorte. Quand quelqu'un vous dit oh là, ça j'ai vachement mal, puis là maintenant ça monte, puis là ça descend dans le dos là depuis 10 minutes, ça c'est extrêmement évocateur de dissection. Oui. Vous avez posé une question, vous ? Ah non, vous avez levé le stylo, j'ai cru que c'était une question. Excusez-moi, je vous ai dérangé. Alors, non, je plaisante. Qu'est-ce que je disais ? Voilà. Alors, la dissection, ça ne survient pas chez tout le monde. Alors, il y a des cas où c'est très facile d'y penser, qui sont des cas rares, mais que vous verrez une fois dans votre carrière, 2 fois, j'en sais rien, et puis plus si vous êtes dans des centres spécialisés, qui sont les maladies du tissu élastique, ce qu'on appelle la maladie de Marfan, qui s'accompagne de symptômes autres que la dissection, fort heureusement. C'est une anomalie du tissu élastique. Ce sont des gens qui ont une augmentation de leur envergure, une arachnodactylie, parce qu'ils ont les doigts extrêmement... les articulations extrêmement laxes, hyperlaxité, grande envergure, des bras très souvent... ils sont assez caractéristiques, et puis ils décrivent, ils ont des histoires familiales, parce que c'est autosomique dominant. Ils savent le plus souvent qu'ils ont un Marfan. Et il y a des morts subites à l'âge de 30, 35 ans, justement par dissection aiguë de l'aorte ou des antécédents d'intervention chirurgicale cardiaque qui a pu mener pour prévenir ces dissections de l'aorte. Ça, c'est le cas typique. Mais l'autre cas, c'est cette fois-ci dans la population générale. Il y a un facteur qui expose à la dissection aortique, c'est l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que l'autre terrain, c'est relativement rare, mais où on observe des dissections de l'aorte, c'est
le 60 ans hypertendu avec une fragilisation de la paroi, des parois artérielles et en particulier de l'aorte qui peut favoriser la survenue de ces dissections. En dehors de ces deux terrains particuliers, de maladies génétiques spécifiques ou de l'hypertendu artériel ancien, il n'y a pas de raison de faire de dissection de l'aorte a priori. Alors il y a un cas particulier, mais c'est après les accidents de voiture, c'est pas tout à fait des dissections de l'aorte, lorsqu'il y a eu une décélération brutale, c'est-à-dire c'est l'accident de la ceinture de sécurité, où on est projeté en avant, l'aorte fait ça à l'intérieur du thorax, elle est rattachée, l'aorte, par l'isthme aortique, et il peut y avoir des ruptures sous-isthmiques de l'aorte qui sont au départ parfois asymptomatiques, mais qui peuvent survenir de façon décalée. C'est-à-dire que si quelqu'un vient voir, je sais pas ce qui se passe là, j'ai mal là, je savais bien. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a 3 semaines, là, j'ai eu un grave accident de voiture, j'ai été projeté en avant. Heureusement, il y avait la ceinture, les airbags et tout ça, c'est bien fini, mais j'ai eu mal un petit peu. Il faut penser que ça peut être une des complications, la rupture sous-isthmique de l'aorte, qui peut donner de façon différée, après un accident, un tableau clinique qui ressemble à une dissection de l'aorte. Alors, ça c'était pour la douleur de la dissection. L'essentiel, c'est que c'est atroce, c'est migratoire, et que ça survient le plus souvent sur un terrain particulier, soit génétique, soit chez des patients hypertendus âgés. Alors maintenant, autre type de douleur rattachée à la cardiologie, l'embolie pulmonaire. Alors, pour l'embolie pulmonaire, ça peut être douloureux. C'est aussi une douleur thoracique, qui est le plus souvent une douleur, cette fois, latéralisée, à gauche, à droite, suivant le siège de l'embolie. Parfois médiane, ça peut ressembler à de l'angor. En fait, ça peut être un peu tout comme douleur. Ça s'accompagne d'une dyspnée, car le fait d'avoir obstrué une artère pulmonaire ou une branche de l'artère pulmonaire, il y a une hyperventilation qui s'y associe, avec au gaz du sang un signe qui est très spécifique, mais enfin on n'est plus dans les signes fonctionnels, qui est l'effet Shunt, c'est-à-dire une hypoxie et une hypocapnie. Diminution de l'oxygénation et diminution de la capnie par hyperventilation. Donc l'embolie pulmonaire, on dit, c'est quand on y pense, on n'y pense pas encore assez. C'est-à-dire c'est quelque chose dont le diagnostic est souvent méconnu ou pas suffisamment fait. Et là, pour une fois, pour l'embolie pulmonaire, le contexte est extrêmement important. La plupart des embolies pulmonaires surviennent sur des terrains particuliers et des circonstances favorisantes. Alors les terrains particuliers, c'est le post-opératoire chez des gens qui sont alités. Ça, c'est un grand classique, et si vous faites de la chirurgie, ou si vous êtes interne dans un hôpital où il y a des services de chirurgie, vous serez appelé la nuit pour des épisodes douloureux thoraciques avec dyspnée, et dans ce cas-là, il faudra évoquer le diagnostic d'embolie pulmonaire. Ça survient également sur des pathologies chroniques évolutives type cancer. Le cancer est un facteur favorisant la survenue des embolies pulmonaires. Il y a aussi quelques terrains génétiques particuliers, ce qu'on appelle des thrombophilies, qui favorisent la survenue de phlébites, puisque toute embolie pulmonaire commence par une phlébite, c'est-à-dire une thrombose dans une veine profonde périphérique. Et ensuite, cette thrombose se détache et va aller obstruer l'artère pulmonaire. Alors il y a une circonstance favorisante particulière qui fait que maintenant dans tous les aéroports internationaux, il y a des médecins familiers avec ce diagnostic. Ce sont les voyages
les voyages en avion prolongés, classe économique. On a les jambes serrées, on a du mal à les déplier, on se lève peu. L'atmosphère en avion est une atmosphère peu humide, déshydratée, qui augmente, qui diminue la fluidité sanguine. Et le grand classique, c'est maintenant l'embolie pulmonaire. Ça a été décrit la première fois par des équipes françaises, c'était sur des vols de Paris-La Réunion-Paris. On arrive à Paris et hop, syncope, dyspnée, douleur. Bon, ça, les voyages prolongés sont des choses qui favorisent l'embolie pulmonaire. Naturellement, tout le monde, vous pouvez continuer à voyager, hein, mais simplement, il faut vous lever, il faut boire un peu, hein, pas trop d'alcool parce que ça fait dormir. Le grand classique aussi, c'est les gens qui veulent dormir en avion, qui prennent un somnifère avec une coupe de champagne, qui plongent dans un coma profond, leurs jambes bien fléchies comme il faut, la stagnation dans les veines, phlébite et embolie pulmonaire au réveil. Donc à déconseiller. Ou bien voyager en première classe, allongé, c'est une autre solution. Alors, dans les signes d'accompagnement de l'embolie pulmonaire, c'est angoissant. Très souvent, il y a une tachycardie sinusale. Mais en fait, l'embolie pulmonaire, il n'y a pas véritablement de signes caractéristiques. Il faut y penser. Il faut y penser, on n'y pense pas assez. Et il faut faire les examens complémentaires nécessaires. Et quand on a un doute diagnostique sérieux, il faut directement aller aux examens d'opacification, c'est-à-dire l'angioscanner pulmonaire. Quand on a un tout petit doute et on n'y croit pas beaucoup, c'est là qu'on a le droit de s'offrir la prise de sang qu'on appelle le D-dimère, la mesure des D-dimères, qui sont des produits de dégradation de la fibrine circulant dans le sang. Et quand les D-dimères sont normaux, ça dépend des laboratoires, mais habituellement c'est inférieur à 500, et que le tableau est très peu évocateur, vous pouvez éliminer le diagnostic d'embolie pulmonaire. Mais si vous avez un tableau très évocateur, avec des D-dimères normaux, il faut quand même faire l'angioscanner pulmonaire pour éliminer le diagnostic. Donc en fait, l'embolie pulmonaire, il faut y penser cette fois-ci sur le terrain, la plupart du temps, sur les antécédents, sur le voyage en avion, grand classique, et sur le post-opératoire. Et naturellement, si vous avez la découverte d'une phlébite, ça c'est royal, mais c'est très rare que vous puissiez mettre en évidence une phlébite cliniquement patente, c'est-à-dire une grosse jambe chaude, douloureuse, avec une diminution du ballottement du mollet, sur une embolie pulmonaire. Très souvent, la phlébite passe inaperçue. Voilà, donc les 4 grandes causes cardiaques de douleur thoracique, l'engorde très loin devant, la dissection très caractéristique, la péricardite, c'est l'avantage, c'est que c'est habituellement pas grave, sauf si vous avez un gros épanchement péricardite qui serait nécessaire de drainer, c'est relativement rare, et l'embolie pulmonaire, qui est rattaché à la pathologie cardiovasculaire parce que c'est un caillot qui vient se mettre dans une artère du poumon, mais qui là survient sur un terrain particulier. Alors, il y a un autre terrain particulier, et je le dis devant cet amphithéâtre, en grande partie féminin comme d'habitude, je crois, oui. Non ? Oui, normal, monsieur. Oui. Les filles sont meilleures que les garçons, il va falloir vous y faire. Si. C'est un constat. Oui, c'est la fin annoncée pour nous. Ah, bon, mais heureusement, il y a les embolies pulmonaires sur pilule estroprogestative. Alors ça aussi, c'est un grand classique. Bon, ça existe. Pardon ? Alors oui, une cause qui est relativement rare, mais qui peut survenir indépendamment de toutes les autres causes, ce sont les pilules estroprogestatives, qui contiennent des estrogènes, qui peuvent favoriser les thromboses veineuses, et parfois c'est la seule cause que l'on arrive à se remettre sous la dent. Mais en pratique,
lorsqu'il y a eu phlébite et embolie pulmonaire chez une jeune femme, c'est une contre-indication à la pilule estroprogestative, sauf si elle prend des anticoagulants de façon prolongée, naturellement, parce que sous anticoagulants, il y a plus de risque. Voilà, donc les cas de douleur cardiaque, ce que vous devez retenir, c'est que ça peut être grave, vous devez avoir le diagnostic rapidement, vous ne devez pas reporter les choses au lendemain, même si les gens vous ont l'air à peu près bien. Il faut être certain que ce n'est pas un infarctus, éliminer une embolie pulmonaire quand c'est le terrain. Les dissections, habituellement, ils se plaignent, donc ça passe pas inaperçu. Et la péricardite, sauf si elle est véritablement typique, c'est un diagnostic d'élimination, car votre objectif, c'est de ne pas passer à côté des choses graves. Alors il y a d'autres causes de douleurs thoraciques extra-cardiologiques, je vous ai dit, notamment chez le sujet jeune, c'est le pneumothorax, le grand classique. Une pleurésie également, une pneumopathie compliquée d'un épanchement pleural peut faire mal parce que quand il y a une inflammation au niveau de la plèvre, quand on respire, ça fait mal. Alors ne vous inquiétez pas si vous avez une douleur thoracique, a priori ça ne devrait pas être un infarctus du myocarde, en tous les cas pour les semaines qui viennent. Bon, maintenant, quelques mots sur l'insuffisance cardiaque. Le cœur, c'est logique, il se contracte, c'est une pompe, il envoie le sang s'oxygéner dans les poumons pour se faire une petite santé. Il va pomper un petit peu de nutriments dans le foie, et puis il redistribue tout ça aux organismes essentiels, c'est-à-dire chez la femme, le cerveau, chez l'homme, le cerveau. Alors, pour ça, il doit assurer un débit sanguin normal, il doit lui-même être bien nourri pour être bien fort et bien se contracter, et il doit pouvoir augmenter son débit dans des circonstances particulières où il a besoin de fournir un petit peu plus que d'habitude. Par exemple, le jogging. Alors, pour ça, il faut qu'il soit correctement perfusé. Et la première cause d'insuffisance cardiaque en France, c'est les cœurs hypoperfusés, ce sont les cardiopathies ischémiques. Hypoperfusé, enfin c'est un mauvais terme, mais enfin c'est la pathologie coronaire qui est la première cause d'insuffisance cardiaque en France. Parce qu'on a perdu du cœur, parce que mal perfusé. Il y a d'autres causes qui sont les causes valvulaires, c'est-à-dire des valves cardiaques qui assurent mal leur étanchéité ou qui entraînent un obstacle à l'éjection du ventricule gauche. Et ça, c'est la deuxième grande cause chez sujets âgés, c'est le rétrécissement aortique. La valve aortique, qui est normalement entre le ventricule gauche et l'aorte, qui doit s'ouvrir quand le ventricule gauche éjecte, qui doit se refermer quand le ventricule gauche a terminé son éjection pour éviter le reflux à l'intérieur de la cavité ventriculaire gauche. Eh bien, cette valve peut, avec l'âge, se rétrécir, devenir calcifiée et représenter un obstacle à l'éjection du ventricule gauche. C'est-à-dire que le cœur, au lieu d'avoir les 120 mm de mercure de pression systolique liée à la pression artérielle contre laquelle il doit lutter pour éjecter le sang, va se retrouver avec un rétrécissement supplémentaire qui va faire monter cette pression à 200, 300, et ça va le fatiguer. Ça, c'est la deuxième grande cause d'insuffisance cardiaque en France. Valvulaire, le rétrécissement aortique, c'est le sujet âgé. Sujet d'âge moyen, ce sont plutôt les cardiopathies ischémiques qui ont fait perdre de la masse contractile efficace par le biais d'un infarctus le plus souvent, ou de plusieurs infarctus. Mais il y a aussi d'autres causes, que sont les maladies primitives du muscle cardiaque, les myopathies cardiaques, cardiomyopathie. Le muscle, pour des raisons moléculaires, se met à mal fonctionner avec le temps, ou précocement dans l'enfance d'ailleurs. Mais tout ceci va aboutir au fait que le muscle devient incapable d'assurer dans des conditions normales le débit nécessaire à couvrir les besoins métaboliques périphériques, à l'effort d'abord, puis au repos.
Donc ça, c'est la définition de l'insuffisance cardiaque. Incapacité pour le cœur d'assurer dans des conditions normales un débit cardiaque suffisant pour couvrir ses besoins périphériques. On dit habituellement en oxygène, mais c'est naturellement en oxygène, en sucre, en lipides, en tout ce qu'on veut, quoi. Mais voilà. Et les symptômes, c'est-à-dire ce que l'on va traiter maintenant, les signes fonctionnels et les signes physiques d'insuffisance cardiaque, sont liés aux mécanismes d'adaptation pour essayer, qui se mettent en place pour essayer de maintenir un débit périphérique suffisant pour couvrir ses besoins métaboliques. Alors, il y en a un qui vient tout de suite à l'esprit. Vous avez un débit cardiaque de 5 litres, petit, petit. Un débit au repos de 5 litres. Vous voulez qu'il reste à 5 litres. Malheureusement, votre fraction d'éjection est de 50 millilitres, c'est-à-dire qu'à chaque systole, le cœur éjecte 50 millilitres, au lieu d'éjecter 70-80 millilitres. Eh bien, ce qu'il va faire, il va accélérer. Il va accélérer, comme ça, s'il passe d'une fréquence cardiaque de 70 à 100, on va garder les 5 litres. Il y aura simplement 100 systoles à la minute. Et le cœur va battre à 100 par minute. L'un des premiers signes physiques de l'insuffisance cardiaque, c'est la tachycardie. On compense la diminution de la fraction d'éjection, donc le volume d'éjection systolique diminué, par une augmentation du nombre des systoles. Tout cela pour vous dire que les signes fonctionnels de l'insuffisance cardiaque et les signes physiques sont liés aux mécanismes d'adaptation mis en jeu et qui sont extrêmement complexes. Extrêmement complexes. Il y a tout d'abord l'hypoperfusion de différents organes qui sont moins nobles que les autres. Je vous ai dit qu'on essayait de préserver le cerveau des filles parce que c'était un organe extrêmement important pour elles. Mais par contre, les reins sont des organes moins importants. Et il y a très souvent une hypoperfusion rénale. Parce qu'on redistribue le sang aux dépens des organes moins nobles pour les organes dits plus nobles. Et cette hypoperfusion rénale va aboutir à une oligurie. Et une oligurie, parfois même une rétention hydrosodée. Le sel n'est plus éliminé comme il le faudrait. Donc il y aurait des signes de rétention édémateuse. Et puis le cœur, comme il a du mal à éjecter le sang, les pressions à l'intérieur augmentent car en amont, il y a une hyperpression pour essayer de passer ce nouvel obstacle qui est l'incompétence cardiaque. Et vous avez toutes les pressions qui augmentent en amont des cavités cardiaques. En amont du ventricule gauche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'oreillette gauche. Augmentation de pression dans l'oreillette gauche. En amont de l'oreillette gauche, qu'est-ce qu'il y a? Les veines pulmonaires, le capillaire pulmonaire. Et on arrive au poumon. Et de ce fait, vous avez une augmentation à l'intérieur des capillaires pulmonaires, une extravasation de sérum dans les alvéoles pulmonaires, et vous allez avoir une moins bonne hématose au niveau du poumon, avec une hyperventilation pour compenser cette hématose, et cette hyperventilation, ça va être une dyspnée. Et quand il y a une insuffisance cardiaque gauche, l'une des premières manifestations, ça va être la dyspnée, l'essoufflement, qui d'abord survient à l'effort, puis pour des efforts modérés, puis pour des efforts de la vie quotidienne, puis au repos, dans la forme la plus grave. Et ça peut même aller jusqu'à l'inondation pulmonaire, l'œdème aigu pulmonaire. Tout ceci, ce sont des signes d'insuffisance cardiaque gauche. Et on a pour coutume de classer la dyspnée en stade de gravité, dit stade de la NYHA, New York Heart Association. Le stade 1, c'est facile, il n'y a pas de symptômes.
C'est-à-dire que c'est un cœur qui a déjà une hypocontractilité, mais asymptomatique. Le stade 2, ce sont pour des efforts importants. Stade 3 pour des efforts de la vie courante. Et stade 4 au repos. Voilà. Alors cette classification n'a pas grand intérêt, si ce n'est pour les publications et pour les questions d'internat. Mais pour suivre un patient, il faut individualiser votre questionnaire, car vous allez connaître votre malade. Alors comment ça va? Je sais pas, avant je montais mes 2 étages, et puis là maintenant au bout d'un étage et demi, c'est plus pareil. C'est des trucs tout bêtes, mais ça vous permet individuellement de faire de la bonne médecine, voir si votre patient s'aggrave, est stable ou s'améliore. Alors cette augmentation de pression dans le secteur pulmonaire va entraîner une dyspnée, mais qui a plusieurs mécanismes. Le premier de ces mécanismes, c'est parce que il y a un état d'hypoxie, une diminution de l'hématose, et qu'il faut compenser cette hématose insuffisante en hyperventilant. Mais il y en a d'autres. C'est que comme ce poumon est gorgé de sang, est gorgé de sérosité, il est beaucoup moins compliant. Il est plus difficile à déplacer. Et l'effort de ventilation sur ces poumons moins compliants est plus important. C'est un problème déjà mécanique. Il y a d'autres choses, c'est que comme il y a une hypoperfusion périphérique, en périphérie, on a tendance à fonctionner en anaérobiose, c'est-à-dire produire de l'acide lactique. Et de ce fait, on a une tendance à l'acidose métabolique qui est compensée par une hyperventilation pour éliminer plus de CO2. Donc, le mécanisme lui-même de la dyspnée de l'insuffisance cardiaque est un mécanisme complexe, mais qui commence d'abord par une augmentation des pressions pulmonaires, et on dit qu'il s'agit d'une hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire. Car la pression dans l'artère pulmonaire elle-même va commencer à monter, puisque la pression dans le capillaire augmente. Mais cette augmentation de pression pulmonaire est liée à ce qui se passe en aval, c'est-à-dire au niveau des veines pulmonaires et des capillaires pulmonaires. C'est pour ça qu'on l'appelle hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire. Alors que dans l'embolie pulmonaire dont on vient de parler, l'obstacle pulmonaire va se situer au niveau des artères pulmonaires proximales elles-mêmes, ne pas aller jusqu'au capillaire. Cela peut augmenter la pression dans l'artère pulmonaire, puisqu'il y a un obstacle dans les artères pulmonaires proximales, mais cette hypertension pulmonaire sera dite pré-capillaire. Les hypertensions artérielles pulmonaires sont de 2 types. Post-capillaires quand elles sont liées à une cardiopathie gauche, pré-capillaires quand elles sont liées à un problème pulmonaire authentique, soit insuffisance respiratoire, soit embolie pulmonaire. Alors, à côté de cette dyspnée, de cette hypoperfusion rénale, excusez-moi. Désolé. À côté de cette hypoperfusion rénale et de l'hypoperfusion également cutanée, parce que très souvent, le territoire cutané n'est pas considéré comme un territoire noble, et il y a une redistribution. Il y a d'autres mécanismes d'adaptation qui se mettent en jeu et qui sont responsables des symptômes. L'hypoperfusion rénale va réagir par une hypersécrétion de rénine, qui est quelque chose qui est sécrété par l'appareil juxtaglomérulaire du rein, là où se trouve la macula densa,
Et l'hypoperfusion rénale, l'ischémie rénale va entraîner la sécrétion de cette enzyme qui est la rénine. Et la rénine, elle a comme rôle de transformer l'angiotensinogène qui circule, qui est synthétisé par le foie, qui circule dans le sang, en angiotensine 1, qui elle-même va être transformée par l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Alors si je vous dis tout ça, c'est pas pour faire de la science, hein, c'est parce que ça a des implications, certes physiopathologiques, mais thérapeutiques importantes. Car cette hyperstimulation, cette hyperproduction d'angiotensine 2 a de nombreux effets délétères. Elle entraîne des vasoconstrictions artérielles pour favoriser le maintien de la pression artérielle devant un cœur insuffisant. Elle stimule au niveau de la médullosurrénale la production d'aldostérone qui elle-même est là pour retenir l'eau et le sel. Elle exerce son action au niveau du tube contourné distal du rein. Ça a de nombreux effets délétères sur le muscle cardiaque lui-même. Ça a des effets fibrosants sur le muscle cardiaque, l'angiotensine 2. Donc tout ça pour dire l'angiotensine 2 qui est activée. Tout ça parce que le rein est même pas bien perfusé. Tout ça aussi parce qu'il y a une hyperstimulation sympathique. L'adrénaline est sécrétée à fond pour stimuler le cœur, mais ça stimule cette sécrétion de rénine. Cette hyperproduction d'angiotensine 2, c'est Berk. Et ça aggrave l'insuffisance cardiaque. Et si je vous dis ça, c'est parce que les premiers traitements qui ont montré leur efficacité dans l'insuffisance cardiaque, à la fois sur les symptômes, mais sur le pronostic vital de l'insuffisance cardiaque, car c'est une maladie grave et une maladie souvent mortelle, ce sont les médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2, les IEC. Et dans votre carrière, dans toute votre carrière, vous entendrez parler des IEC qui ont comme mode d'action l'inhibition de la formation de l'angiotensine 2. Et vous savez comment on a découvert les IEC? Eh bien, grâce aux Indiens d'Amérique du Sud, qui s'en servaient pour tuer leurs ennemis. Ils ont isolé ça d'un crapaud, je sais pas quoi. Quand on était atteint par la bave de ce crapaud, on mourait. Et on mourait de quoi? On mourait d'hypotension, de collapsus cardiovasculaire. Et ça bloquait ce système. Et donc ce système, quand il est bloqué à petite dose, ça tue pas, mais ça met le cœur à l'abri des effets délétères de l'angiotensine 2. Et retenez que cette hyperstimulation du système rénine-angiotensine 2 est délétère pour le cœur, elle auto-aggrave la cardiopathie, et que les médicaments qui inhibent cela permettent de traiter les patients et d'en améliorer le pronostic. Alors, les signes physiques fonctionnels d'insuffisance cardiaque, on en a parlé, c'est essentiellement des signes d'effort, la dyspnée, mais aussi une asthénie musculaire. Et il y a les signes plutôt physiques que sont la rétention hydrosodée. Quand c'est dans les poumons, la forme maximum, c'est l'œdème aigu pulmonaire. C'est des patients qui étouffent parce que brutalement, il y a de l'eau qui entre à l'intérieur des poumons du fait de l'hyperpression. Mais quand ceci se passe en aval du cœur droit et non plus du cœur gauche, vous avez une rétention hydrosodée au niveau des membres inférieurs avec des œdèmes, qui sont des œdèmes bilatéraux, symétriques, qui sont blancs, qui ne sont pas douloureux à l'inverse de la phlébite, qui prennent le godet. C'est-à-dire que quand vous mettez votre doigt dans la cheville, eh bien, votre empreinte du doigt reste à l'intérieur, ça fait comme un petit godet. Alors, la dyspnée, nous en avons parlé, de la physiopathologie des signes gauches. Le stade de gravité ultime, c'est l'OAP. Alors, nous avons
j'allais dire, la troponine de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire le prélèvement biologique sanguin qui vous permet de dire qu'il y a insuffisance cardiaque, c'est le BNP. Le Brain Natriurétique Peptide, alors on peut dire que ça fait presque partie maintenant de l'examen clinique, mais il ne faut pas le demander à tort et à travers. Qu'est-ce que c'est que le BNP, Brain Natriurétique Peptide? C'est quelque chose qui est synthétisé par le cœur en grande quantité quand le cœur est soumis à une hyperpression. Et il est soumis à une hyperpression, vous l'avez compris, lorsqu'il devient insuffisant. Et le BNP s'élève lorsqu'il y a insuffisance cardiaque. Alors c'est un dosage sanguin, biologique, une prise de sang. Et quand devant une dyspnée de repos, vous hésitez. Est-ce que c'est le cœur qui est malade? Est-ce que c'est le poumon qui est malade? Est-ce que ça pourrait pas être une embolie pulmonaire qui donne cet essoufflement? Vous pouvez demander le dosage du BNP qui, si il est élevé, vous rattachera la dyspnée à une dyspnée d'insuffisance cardiaque, puisque il s'élève lorsqu'il y a un étirement, une hyperpression à l'intérieur du ventricule gauche. Mais il est clair que si vous avez un patient qui est réveillé en pleine nuit, parce que c'est souvent la nuit que ça se passe, qui est essoufflé, très essoufflé, cyanosé, qui est assis au bord du lit, qui ne peut pas supporter le décubitus. Et pourquoi ne peut-il pas supporter le décubitus? C'est qu'il essaye de limiter au maximum son retour veineux en restant debout ou assis pour que le sang reste dans les veines, car ceci, il s'allonge ses jambes, et bien à ce moment-là, ça va entraîner un afflux de sang supplémentaire vers les poumons, ce qui vous explique l'orthopnée de l'insuffisant cardiaque, l'orthopnée de l'OAP, qui ne supporte pas le décubitus, parce que le décubitus augmente le retour veineux, et cette augmentation de retour veineux va directement dans les poumons, puisqu'il ne peut pas passer du côté gauche, il reste bloqué dans les poumons, ils sont debout. Et chez ce patient qui est dyspnéique, orthopnéique, et qui a en plus le signe physique clinique de l'œdème pulmonaire, des crépitants, c'est-à-dire que ça crépite, vous entendez des petits râles fins et secs dans les deux champs pulmonaires qui sont spécifiques de l'insuffisance cardiaque gauche, eh bien c'est pas la peine de lui faire un BNP avant de le traiter. Il ne faut pas le laisser étouffer. Tout à l'heure, on a dit qu'il ne fallait pas faire une troponine avant d'envoyer quelqu'un à la coronarographie si on était sûr du diagnostic. Eh bien là, c'est la même chose. Le BNP ne vous sert que quand vous avez des hésitations diagnostiques et pas de façon systématique. Donc, méfiez-vous des dosages biologiques, toujours les demander à bon escient. Alors, lorsque les signes d'insuffisance cardiaque sont des signes d'insuffisance cardiaque droite, eh bien, il y a une hyperpression, cette fois-ci, dans le ventricule droit. Et je profite de l'occasion pour vous dire que la première cause d'insuffisance cardiaque droite, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. Par quel mécanisme? Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté et qui sont peu nombreux, je le sais, mais pour eux, je fais quand même cet effort supplémentaire. Eh bien, je posais comme question, quelle est la première cause d'insuffisance cardiaque droite? Et je répondais en disant que c'était l'insuffisance cardiaque gauche, mais par quel mécanisme? Et là, je n'avais pas répondu. Oui, c'est ça, ça a fait tout le tour. Une hyperpression pulmonaire, artérielle, post-capillaire. Le cœur gauche, les pressions augmentées dans la veine pulmonaire, dans le capillaire, puis dans l'artère pulmonaire, puis le ventricule droit, il s'est retrouvé avec une hyperpression. Dans l'artère pulmonaire, il a pompé, et puis il pompait, puis il devenait insuffisant. Et l'insuffisance cardiaque de gauche est devenue globale. C'est pour ça que la première... Et quand quelqu'un a des œdèmes, un reflux hépatojugulaire, des signes droits, il a une insuffisance cardiaque droite, mais la première cause d'insuffisance cardiaque droite n'est pas l'insuffisance respiratoire, c'est l'insuffisance cardiaque gauche.
En fait, c'est une insuffisance cardiaque globale, mais qui peut se présenter cliniquement comme une insuffisance cardiaque droite, parce qu'à ce stade, ce qui prédomine, c'est les œdèmes des membres inférieurs, soit que la face gauche soit passée inaperçue, soit qu'elle ait été négligée. Alors, il y a des œdèmes bilatéraux symétriques, blanc ou indolore dans le godet, et il y a aussi une hépatalgie, une hépatomégalie, car il y a une augmentation de pression dans la veine cave inférieure et dans les veines sus-hépatiques. Et le foie est congestif, douloureux, et lorsque comme le système cave supérieur également est congestif, vous avez une augmentation de la taille des jugulaires, une turgescence jugulaire. Et si vous recherchez un reflux hépato-jugulaire, c'est-à-dire si vous appuyez sur le foie chez une personne qui est en position déclive, semi-assise, que vous appuyez sur le foie et que vous maintenez la pression, parce que si je vous appuie sur le foie tout de suite un peu violemment, vous allez avoir une petite turgescence jugulaire, mais qui va disparaître tout de suite. Par contre, quand vous maintenez la pression chez quelqu'un insuffisant cardiaque, vous allez avoir un gonflement des jugulaires qui persiste, ce que l'on appelle le reflux hépato-jugulaire. Et lorsque, en présence d'œdème des membres inférieurs, vous avez un reflux hépato-jugulaire, vous pouvez être certain que les œdèmes sont bien d'origine cardiaque et pas d'autre cause, car comme toujours en médecine, les œdèmes des membres inférieurs, ça peut avoir d'autres causes que l'insuffisance cardiaque, dont on ne parlera pas, mais essentiellement l'insuffisance hépatique et l'hypoalbuminémie, parce qu'il y a une diminution de la pression ocotique du plasma qui favorise l'extravasation de liquide dans le tissu interstitiel. Voilà, c'est ce que je mettais ici. Les œdèmes sont d'origine cardiaque au niveau des membres inférieurs lorsqu'ils sont associés à des signes de foie cardiaque, c'est-à-dire reflux hépato-jugulaire. Alors, pour terminer, une radiographie du thorax sensiblement normale, avec une discrète cardiomégalie, des artères pulmonaires un petit peu dilatées, mais à l'échographie, vous avez une dilatation de la cavité ventriculaire gauche qui se contracte peu. Quand on fait le rapport du diamètre diastolique quand le ventricule est plein et du diamètre systolique quand le ventricule se vide, la fraction d'éjection calculée est de 40%, alors que normalement, une fraction d'éjection d'un ventricule gauche normal, c'est 65%. Donc il y a une diminution de la fraction d'éjection de ce ventricule gauche. C'était pour vous montrer que actuellement la radio de thorax a certain intérêt, mais qu'on peut avoir des radios presque normales et déjà une dysfonction ventriculaire gauche à l'échographie, ce qui fait que l'échographie cardiaque est devenue l'examen de référence, non pas de diagnostic, mais de quantification de la sévérité de la dysfonction ventriculaire gauche. Alors, je vous ai listé quelques examens complémentaires, mais il faut, avant de demander des examens complémentaires, qu'ils soient biologiques, qu'ils soient des examens d'imagerie, il faut bien interroger le patient, ne pas méconnaître le motif de sa consultation, ne jamais oublier la plainte du patient et ne pas soigner une troponine élevée. Je vous dis cela parce que récemment, un patient a été hospitalisé dans un SAU, une patiente dont je tairai le nom, pour une gastro-entérite, mal à l'estomac, nausées, diarrhée, fièvre, qu'elle a eu dans son ketchup complet une troponine qui était élevée, puis un électro qui montrait des petits troubles de repolarisation mais non spécifiques, et elle a fini avec sa gastro-entérite sur une table de coronarographie diagnostique qu'elle n'aurait jamais eue si on n'avait pas demandé cet examen. Donc, toujours demander, ça c'est de la sémiologie, des examens guidés par la plainte du patient. Je ne parle pas de la médecine préventive, qui consiste à demander à mesurer la pression artérielle de façon systématique, de doser le cholestérol, la glycémie et autres, d'accord? Mais pour des patients qui ont une plainte, il faut demander les examens biologiques complémentaires, orientés par cette plainte, orientés par cet symptôme, orientés par cet interrogatoire.